Un parchemin antique, enseveli par un volcan il y a presque 2000 ans, vient d'être déchiffré par une intelligence artificielle. Ce qu'il a révélé n'était pas de l'histoire, c'était un avertissement. Partout dans le monde, des machines décryptent désormais des écritures oubliées que l'on liquait, que l'on croyait perdues pour toujours. Mais ces messages ne sont pas empreints de paix. Ils évoquent le feu, ils évoquent le feu, le silence, l'effondrement, et quelque chose de plus sombre encore. De la vallée de l'Indus au temple Mayas, en passant par des codes féminins interdits et des prophéties disparues, ces langages ne se sont pas simplement éteints, ils ont été réduits au silence. Et maintenant que l'IA les déverrouille, on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi avait-il été caché dès le départ. Rejoignez-nous pour Écriture morte et résurrection numérique. Aux quatre coins du globe, des fragments d'écriture anciennes ont été découverts, gravés, peints, griffonnés ou sculptés sur toutes sortes de surfaces, de la roche à l'os en passant par l'argile, l'or et même le tissu tissé. Mais durant des siècles, la majorité d'entre eux sont restés indéchiffrables. Ce sont ce que les chercheurs nomment des écritures perdues, non pas parce que nous ignorons leur existence, mais parce que nous ne parvenons pas à les comprendre. Que se passe-t-il pourtant lorsque ces voix recommencent à parler ? Que se passe-t-il quand l'intelligence artificielle conçue à l'origine pour reconnaître des visages et prédire des clics publicitaires se met à décoder les messages oubliés de langue morte, et si ce qu'elle révélait était quelque chose que nous n'étions jamais censés découvrir ? Prenons l'écriture de l'Indus, âgée de plus de 4500 ans, découverte à travers le Pakistan et le nord-ouest de l'Inde, mais dont nous ignorons toujours la signification d'un seul symbole. Il n'existe aucune clé de traduction, aucune inscription bilingue comparable à la pierre de Rosette. Tout se passe comme si quelqu'un avait écrit dans un code secret, jeté la clé de déchiffrement, puis s'était volatilisé. Prenons aussi le rongo-rongo de l'île de Pâques, des glyphes gravés sur des tablettes en bois, suivant un curieux sens d'écriture en miroir, de gauche à droite, puis de droite à gauche, en alternant à chaque ligne. Certains chercheurs pensent par un qu'il s'agissait de leur version d'un texte sacré, d'autres estiment qu'il enregistrait des généalogies, voire des avertissements. Mais lorsque les colonisateurs européens sont arrivés, la civilisation qui utilisait cette écriture s'est effondrée. Aujourd'hui, personne au monde n'est capable de la lire. Il y a aussi la langue étrusque, parlée dans l'Italie antique avant même l'essor de Rome. Des milliers d'inscriptions ont été mises au jour, hommages funéraires, textes religieux, noms de personnes. Nous savons prononcer les mots, nous connaissons leur alphabet, mais leur signification reste pour l'essentiel un mystère. La raison en est simple. L'étrusque est une langue isolée, sans aucun lien connu avec une autre. C'est un peu comme tomber sur un livre entier rédigé dans une langue qui ne ressemble à rien de ce que nous connaissons déjà. Alors, Sporsigion Exar, pourquoi ces écritures résistent-elles autant au déchiffrement ? Ce n'est pas seulement une question d'ancienneté ou de dégradation, c'est que le langage dépasse la simple suite de symboles. Pour comprendre une écriture disparue, 3 éléments sont nécessaires. Un nombre suffisant d'exemples, des connaissances sur le contexte culturel et, idéalement, un document bilingue, comme la fameuse pierre de Rosette, qui a permis aux chercheurs de traduire enfin l'égyptien ancien. Sans ces éléments, le déchiffrement se réduit à de simples suppositions. Et pendant des siècles, c'est exactement ce qui s'est passé, jusqu'à aujourd'hui. L'intelligence artificielle change désormais la donne, non pas en remplaçant les spécialistes, mais en les aidant à percevoir ce qui restait auparavant invisible. Grâce à de puissants algorithmes d'apprentissage automatique, les chercheurs soumettent ces écritures non déchiffrées à des systèmes capables d'analyser leur structure, la fréquence des signes et les relations spatiales entre les caractères. Ces systèmes ne lisent pas la langue comme le ferait un être humain. Ils repèrent des schémas, des relations mathématiques et visuelles qui échappent à notre regard. Ils peuvent regrouper des symboles similaires, détecter des séquences répétées et même deviner quels signes pourraient être des verbes ou des noms selon leur position. Une des techniques porte le nom de modélisation par réseau de neurones. Elle reproduit la façon dont le cerveau humain traite les informations. Concrètement, cela revient à soumettre à l'IA des milliers d'images ou de suites de symboles, jusqu'à ce qu'elle commence à repérer des schémas récurrents.
Une autre méthode, la reconnaissance de motifs, entraîne les algorithmes à détecter des formes ou des arrangements répétitifs pouvant indiquer une syntaxe, comme des signes de ponctuation ou des règles grammaticales. Vient ensuite la modélisation linguistique, où l'IA cherche à comprendre le fonctionnement d'une langue sans même en connaître le sens des mots. Cela implique d'observer l'espacement des symboles, leur fréquence d'apparition ainsi que leur ordre, un peu comme on sait qu'en anglais, le mot thesis et eu précède généralement un nom. Ces outils ont déjà transformé notre compréhension des langues connues, comme en témoigne la découverte de 2021, révélant que les manuscrits de la Mère morte avaient été rédigés par 2 scribes distincts et non par un seul. Mais aujourd'hui, cette même technologie s'attaque au décryptage de textes indéchiffrables issus de civilisations disparues. Pourtant, quelque chose ne colle pas. Dissimulés dans ces symboles anciens se cachent des motifs troublants, des cycles de destruction, un feu qui revient sans cesse, un silence précédant l'effondrement. Ces écrits avaient été enfouis pour une raison précise. Aujourd'hui, ils reprennent la parole. La vraie question demeure, devrions-nous vraiment les écouter ? Le manuscrit qui n'aurait jamais dû être lu. Au début de l'année 2024, un événement a secoué le monde universitaire sans pour autant faire grand bruit ailleurs. Un manuscrit resté illisible pendant près de 2000 ans a enfin été percé à jour, non pas par des mains humaines, mais par un algorithme. Et ce qu'il a révélé n'était pas simplement un fragment oublié de philosophie. Selon ceux qui ont eu accès à ces fragments, le texte évoquerait la destruction, un silence politique et un cycle de feu. Sans que l'humanité ne le sache, ce manuscrit, qui avait littéralement survécu à la chute d'une cité, dissimulait un avertissement que personne n'était censé découvrir. Revenons un peu en arrière. Nous sommes en l'an 79 après Jésus-Christ. Le Vésuve entre en éruption avec une violence catastrophique, ensevelissant les cités romaines de Pompéi et d'Herculanum sous la cendre volcanique et les débris. Pompéi reste le nom que tout le monde connaît, avec ses corps figés dans le plâtre et ses rues comme suspendues dans le temps. Mais Herculanum, plus proche du littoral, était en réalité une ville plus riche, plus raffinée. Et elle a disparu d'une manière bien différente. Là où Pompéi fut recouverte de cendres, Herculanum fut frappée par des coulées pyroclastiques, ces flots brûlants de gaz et de roches qui ont fait grimper la température au-delà de 500 degrés Celsius. Tout s'est produit en un instant. Si vite, en fait, qu'une bibliothèque entière a été conservée grâce à la carbonisation. Elle s'est littéralement transformée en charbon en une fraction de seconde. Cette bibliothèque, retrouvée dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Villa des Papyrus, appartenait à un riche Romain, peut-être le beau-père de Jules César lui-même. On y trouvait des centaines de rouleaux, tous fusionnés en cylindres noirs et fragiles. Pendant des siècles, personne n'y a touché. Chaque tentative de les dérouler à la main finissait par les briser. L'encre et le papier ne formaient plus qu'une seule matière, impossible à distinguer. Les chercheurs pensaient que ce savoir était perdu à jamais. Dans les années 1990, quelques fragments ont pu être révélés grâce à la photographie infrarouge. Mais personne n'avait réussi à lire un rouleau intact, jusqu'à maintenant. C'est là qu'intervient le Vesuvius Challenge. En mars 2023, un groupe de chercheurs et d'entrepreneurs technologiques, parmi lesquels l'ancien PDG de GitHub Nat Friedman et l'informaticien Brent Seals de l'Université du Kentucky, lancent ce qu'est un concours mondial. L'objectif, dérouler virtuellement ces manuscrits grâce à l'imagerie non destructive et à l'apprentissage automatique. La récompense, plus d'1 million de dollars pour quiconque parviendrait à extraire un texte lisible d'un rouleau encore scellé. Pourquoi une telle somme ? Parce que la tâche semblait presque impossible. D'abord, les chercheurs ont utilisé un scanner micro CT, une sorte de radiographie extrêmement précise, capable de capturer des milliers de coupes transversales minuscules. Puis vint la partie la plus délicate. Ces scans devaient être interprétés par des systèmes d'intelligence artificielle entraînés à repérer de subtiles variations de densité, ce qui signifiait que l'IA devait voir une encre qu'aucun œil humain n'aurait pu discerner, enfouie dans un rouleau qui ressemblait à une simple pierre. Il ne s'agissait pas uniquement de vision par ordinateur. C'était une véritable interprétation mécanique d'ombres chimiques cachées à l'intérieur d'une matière carbonisée. Puis, dans un coin discret d'Internet, un étudiant universitaire nommé Luc Faritor entra dans l'histoire. En octobre 2023, il devint la première personne en près de 2000 ans à déchiffrer un mot à l'intérieur d'un de ces rouleaux.
Ce mot était porphyras, un terme grec signifiant pourpre. Cette couleur évoquait la royauté, le luxe et le pouvoir. Ce simple mot lui valut une récompense de 50 000 $, mais ce n'était que le commencement. Faritor fut rapidement rejoint par deux autres chercheurs, Youssef Nader et Julian Schilliger. Ensemble, dès le début de l'année 2024, ils avaient mis au jour plus de 2000 lettres grecques provenant du rouleau, suffisamment pour commencer à identifier des phrases, du contexte et finalement l'auteur lui-même. Ce qu'ils avaient révélé n'était ni un poème quelconque, ni une vieille liste de courses oubliées. C'était un traité philosophique signé Philodème, penseur épicurien reconnu et disciple de Zénon de Sidon. Philodème n'était pas une figure marginale, il appartenait à un mouvement qui remettait ouvertement en question l'ordre religieux et politique de l'Empire romain. Les épicuriens estimaient que les dieux n'intervenaient pas dans les affaires humaines. Ils rejetèrent l'idée d'une punition divine, du destin et de la manipulation des foules par la peur. Pour eux, le plaisir, non pas dans son sens hédoniste, mais comme absence de souffrance, représentait le but ultime de l'existence. Ils mettaient en garde contre l'obéissance aveugle aux dirigeants et aux dogmes. Ainsi, lorsque ce rouleau se mit à parler, ce ne fut pas un murmure. Ce fut une véritable argumentation. Et c'est là que les choses deviennent troublantes. Parmi les fragments, selon des sources proches de l'équipe du Vesuvius Challenge, se trouvèrent des phrases qui ne se limitaient pas à décrire une vertu personnelle ou un détachement philosophique. Certaines évoquaient un feu à venir. D'autres faisaient référence à des périodes de silence imposé, des moments où les voix étaient involontairement étouffées. Un fragment particulièrement controversé, toujours débattu, emploie l'expression quiétude stratégique pour décrire comment les dirigeants gardent le contrôle pendant des bouleversements annoncés. Un autre mentionne un cycle de fumée et de renouveau, et explique comment les quelques savants devraient se préparer au moment où la lumière s'éteint et où la purification commence. S'agit-il simplement de métaphores, ou de références voilées à une catastrophe bien réelle passée ou future? N'oublions pas que Philodème a vécu plusieurs générations avant l'éruption du Vésuve. Il n'écrivait pas après le désastre. Ce rouleau ne racontait pas un événement déjà survenu, il annonçait peut-être, ou avertissait, de ce qui pourrait arriver. La réaction du monde académique reste prudente. Certains estiment qu'on surinterprète ces fragments, que les philosophes antiques adoraient s'exprimer par symboles, que le feu pourrait désigner un trouble intérieur, que la purification serait d'ordre spirituel, mais d'autres n'en sont pas convaincus. Car le texte ne parle pas uniquement de force naturelle, il évoque aussi la censure, la suppression de la parole, le contrôle du savoir. Et maintenant, ce savoir a refait surface, grâce à une machine. Voici le problème. L'intelligence artificielle ne distingue pas le mythe du fait réel. Elle ne reconnaît pas l'allégorie. Elle ne voit que des motifs récurrents, elle en extrait des structures, des répétitions, des indices contextuels. Le danger ne réside pas seulement dans ce que nous lisons, mais dans la façon dont nous l'interprétons. Si une phrase comme « le feu reviendra » apparaît dans un contexte de pouvoir politique et de répression des élites, que devons-nous en penser? Est-ce une métaphore pour désigner un débat, ou un avertissement littéral enfoui juste assez longtemps pour survivre jusqu'à nous? Certains appellent cela une coïncidence, d'autres y voient une métaphore. Mais ceux qui connaissent le langage du pouvoir, du silence et du feu, eux lui donnent un autre nom, la prophétie. Les algorithmes qui perçoivent l'invisible. Comment l'IA parvient-elle exactement à faire de telles découvertes? Quelle technologie permet de déchiffrer un parchemin réduit en charbon ou de donner du sens à des symboles gravés il y a 5000 ans? La réponse simple, c'est la reconnaissance de motifs. Mais la vérité est plus nuancée et bien plus étrange encore. Les systèmes d'IA ne lisent pas comme le font les humains. Ils n'ont pas besoin de saisir le sens des mots ni de suivre la logique d'une phrase. Ils examinent plutôt les liens entre les éléments. Quels symboles apparaissent ensemble, à quelle fréquence ils se répètent, où ils se situent dans une structure donnée. Pour cela, ces systèmes s'appuient sur 3 méthodes essentielles: la modélisation du langage, la segmentation des caractères et le regroupement des symboles. Les modèles de langage sont entraînés sur d'immenses ensembles de données, parfois composés de milliers de pages de texte, d'images et de transcriptions. Ces modèles n'apprennent pas la signification de chaque mot, mais plutôt ce qui a tendance à suivre. Imaginez un gigantesque système de saisie automatique.
Si le modèle repère un symbole suivi d'un autre à 500 reprises dans des contextes variés, il commence à anticiper ce schéma. Et lorsqu'une portion de texte manque, l'IA peut proposer une estimation de ce qui devait s'y trouver. La segmentation des caractères, elle, relève davantage du visuel. Lorsque les chercheurs numérisent dans l'un des manuscrits anciens, en particulier ceux qui sont abîmés ou recouverts, les lettres sont souvent difficiles à distinguer les unes des autres. L'encre a pu s'estomper, ou le texte être partiellement effacé. Les outils d'IA peuvent être entraînés à extraire chaque caractère du bruit environnant en le nettoyant numériquement pour permettre une analyse plus fine. C'est un peu comme isoler une voix dans une salle bruyante et l'amplifier jusqu'à ce qu'elle devienne audible. Le regroupement des symboles va encore plus loin. Une fois que l'IA a isolé les symboles, elle les regroupe selon leur forme, leur emplacement et leur contexte. Dans les langues encore non déchiffrées, comme l'écriture de l'Indus ou le rongo-rongo, cette méthode devient essentielle. Si le système parvient à repérer des groupes de symboles qui se répètent à des endroits similaires dans une ligne ou qui apparaissent dans des types d'inscriptions comparables, il peut commencer à émettre des hypothèses sur leur signification, un nom, un verbe, un chiffre ou encore une référence religieuse. Parmi les outils les plus révolutionnaires dans ce domaine figure Protosnap. Mise au point par des chercheurs travaillant sur le cunéiforme, cette écriture utilisée par les anciens sumériens et akkadiens, Protosnap permet d'associer des modèles de caractères cunéiformes aux multiples variantes selon lesquelles ils ont été tracés à travers les époques et les régions. Le cunéiforme n'était pas gravé proprement au ciseau. Il était imprimé dans l'argile à l'aide d'un stylet en roseau. Cela donnait naissance à une écriture en forme de coin qui variait énormément selon le scribe, la région et le siècle. Protosnap parvient à réduire ce désordre visuel en reliant entre elles toutes les formes possibles d'un même caractère afin que l'IA puisse les percevoir comme une unité cohérente. C'est un peu comme montrer à un enfant à quoi ressemble la lettre A en cursive, en script imprimé ou en calligraphie et lui demander de les reconnaître comme une seule et même lettre. Vient ensuite HieroLM, un système conçu pour traiter les hiéroglyphes égyptiens. Les hiéroglyphes ne sont pas de simples dessins. Chaque symbole peut représenter un son, une idée, voire un mot entier. Cela en fait l'un des systèmes d'écriture les plus complexes jamais créés. HieroLM fonctionne selon la même logique que les outils de traduction modernes, comme Google Translate, mais appliqués à des langues disparues. Il apprend à reconnaître les motifs symboliques les plus probables, et lorsqu'un hiéroglyphe est abîmé ou manquant, il peut suggérer ce qui aurait pu s'y trouver en se basant sur la structure grammaticale et la fréquence des mots. Le résultat n'était pas toujours parfait, mais il nous rapproche suffisamment pour interpréter ce qui semblait autrefois illisible. D'autres avancées remarquables proviennent des techniques d'apprentissage profond appliquées au palimpseste, ces manuscrits dont l'écriture originale fut grattée puis remplacée par un nouveau texte. Dans bien des cas, ce n'était pas un hasard. D'anciens textes religieux, des traités philosophiques ou des notes scientifiques furent volontairement effacés puis réécrits par des scribes des siècles plus tard, souvent lorsque le contenu ancien devenait politiquement risqué ou que le parchemin se révélait trop précieux pour être gaspillé. Mais certaines de ces couches cachées sont aujourd'hui mises au jour. Une des méthodes employées se nomme l'imagerie par transformation de réflectance ou RTI. Cette technique consiste à photographier un manuscrit sous des dizaines d'angles différents et avec diverses conditions d'éclairage, ce qui permet à un logiciel de repérer les infimes sillons et résidus laissés par l'encre effacée. Ces sillons dessinent les contours fantomatiques de lettres invisibles à l'œil nu. Associée au réseau antagoniste génératif, ou GAN, l'intelligence artificielle parvient à reconstituer ce qui fut jadis écrit. Le principe des GAN repose sur une sorte de duel entre deux réseaux neuronaux. L'un tente de créer une image du texte effacé, l'autre cherche à en détecter les imperfections. Ce processus se répète jusqu'à ce que le premier réseau produise une image que le second ne puisse plus distinguer de l'original. Le résultat est une reconstitution du texte disparu d'une précision troublante. En 2021, une équipe a utilisé cette méthode pour révéler un travail mathématique inédit d'Archimède, dissimulé sous un livre de prières datant du XIIIe siècle. Mais les palimpsestes ne se limitent pas à des savoirs anodins. Certains renferment des avertissements, des voix dissidentes ou des récits de catastrophes qui avaient été volontairement effacés. Pourquoi ? Parce que quelqu'un ne voulait pas qu'on s'en souvienne.
Et c'est justement ce détail qui inquiète les chercheurs. Car si l'intelligence artificielle nous ouvre un accès sans précédent à des connaissances perdues, elle met aussi à nu des textes qui avaient peut-être été dissimulés pour une bonne raison. Rituels anciens, philosophies interdites, descriptions de cycles cosmiques ou prophéties allant bien au-delà de la simple métaphore, tout cela est désormais ramené à la lumière numérique par des machines qui n'ont aucune considération pour ce qu'elles trouvent. Certains manuscrits déchiffrés grâce à ces outils évoquent des thèmes troublants par leur actualité. Effondrement des sociétés, déclin moral, feu destructeur, silence imposé par la force. Ne ferions-nous que projeter nos propres angoisses sur des mots neutres ? Peut-être. Mais il ne s'agit pas de cas isolés. Ces motifs reviennent à travers différentes civilisations, sur différents continents, dans des écritures sans lien apparent entre elles. Comment appeler cela une simple coïncidence ou un véritable schéma ? Puis vient la vraie question. Sommes-nous en train de révéler un savoir ou de briser des sceaux ancestraux ? Des messages venus des civilisations les plus anciennes. Certains des tout premiers saints messages jamais écrits n'étaient pas destinés à nos yeux. Ils ont été gravés, imprimés, griffés ou pressés par des mains disparues depuis des millénaires, des mains qui vivaient dans des cités depuis longtemps enfouies, s'exprimant dans des langues dont plus personne aujourd'hui ne parle. Et maintenant, après des millénaires de silence, ces messages sont lus par des machines. Non pas parce que nous les comprenons, mais parce que l'intelligence artificielle commence à percevoir quelque chose de troublant, une structure, une intention, un but. Ce n'était pas de simples marques hasardeuses, c'était de véritables langages, et nous ne faisons peut-être que commencer à saisir ce qu'ils essayaient de nous dire. Commençons par la Chine antique, où un système d'écriture servait déjà à interroger l'avenir. Les os oraculaires de la dynastie Shang, datant d'environ 1300 ans avant notre ère, comptent parmi les plus anciens témoignages connus de l'écriture chinoise. Il ne s'agissait ni de lettres ni de récits, mais bel et bien de questions. Les prêtres gravaient ces interrogations sur des carapaces de tortues ou des omoplates de bœuf, les exposaient à la chaleur jusqu'à ce qu'elles se fissurent, puis interprétaient ces fissures comme des messages venus des dieux. Les questions posées ont ainsi été conservées, immortalisées dans l'os. Ce qui trouble, c'est leur nature. Une épidémie frappera-t-elle cette saison ? Le ciel sera-t-il dégagé dans 3 jours ? L'offrande sera-t-elle acceptée ? Pendant des siècles, le déchiffrage de ces inscriptions s'est fait principalement par des méthodes traditionnelles, à travers des comparaisons minutieuses et lentes avec le chinois moderne. Mais en 2024, des chercheurs chinois ont dévoilé des systèmes d'intelligence artificielle capables d'associer les caractères oraculaires à leurs équivalents modernes, avec une rapidité et une précision saisissantes. Cet outil s'appuyait sur des centaines de milliers de glyphes numérisés, s'entraînant sur des exemples connus et exploitant la reconnaissance d'images pour reconstituer les fragments manquants ou endommagés. Les chercheurs ont ainsi mis en lumière des schémas récurrents dans les types de questions posées, le rythme des rituels et la manière de consigner les phénomènes célestes. Certaines questions paraissent typiquement anciennes et évidentes. D'autres semblent troublantes de modernité. Des alertes concernant les épidémies, des cycles d'incendies et de famine, des demandes de conseils en période d'incertitude. Ces eaux ne servaient pas uniquement à deviner l'avenir, ils permettaient aussi de le maîtriser. Décider du moment propice pour un sacrifice, pour entrer en guerre ou pour garder le silence. Poursuivons vers l'ouest et bondissons plus de 1000 ans en avant pour atteindre le monde Maya. Leur cité s'élevait dans ce qui correspond aujourd'hui au sud du Mexique et à l'Amérique centrale, d'imposantes pyramides de pierre entourées de temples, de terrains de jeux de balles et de palais. Leur système d'écriture, composé de glyphes complexes, figure parmi les plus élaborés visuellement jamais inventés. Chaque glyphe peut représenter une syllabe, un mot entier ou même un concept complet. Pendant longtemps, ces textes sont demeurés totalement indéchiffrables, de simples volutes étranges et des formes empilées les unes sur les autres. Mais au cours des dernières décennies, les avancées en linguistique maya, combinées les talents à l'intelligence artificielle, ont considérablement accéléré le travail de traduction. Des projets utilisant l'apprentissage automatique ont permis d'entraîner des algorithmes capables de segmenter et de classer les glyphes, en les décomposant pour en reconnaître chaque élément constitutif. Un travail d'une lenteur insoutenable pour un être humain. Pour une machine, c'est une question d'heures seulement. Certains modèles parviennent désormais à repérer et extraire les glyphes
avec une précision au pixel près, même sur des monuments abîmés ou érodés par le temps. Ce que révèlent ces glyphes ne se limite pas à la religion ou à la royauté. Ils racontent des histoires de sacrifices, de sécheresse, de trahison politique et d'effondrement. Des dynasties entières y sont consignées, leur ascension comme leur chute, avec des glyphes marquant des années de famine, de guerre et d'alignements célestes inhabituels. Une expression revient dans plusieurs cités, Ayara Sowiase Nya Omjaliarte Yarsti, la grande soif. Elle désignerait une période de sécheresse prolongée que certains chercheurs associent à l'effondrement de cette civilisation. Mais s'agissait-il uniquement d'un phénomène naturel ou de quelque chose d'autre? Les textes évoquent des rituels sanglants destinés à équilibrer le ciel et apaiser la terre, de simples métaphores où les Mayas cherchaient d'îles à consigner et à contenir un phénomène qu'ils ne comprenaient pas entièrement. Il y a aussi le Nushu, une écriture si particulière qu'elle fut créée et utilisée exclusivement par des femmes. Dans les collines du sud de la Chine, dans la province du Hunan, les femmes se voyaient refuser l'accès à l'instruction depuis des générations. Alors elles avaient déconçu leur propre système d'écriture, employé dans des chants, des lettres et des broderies. Cette calligraphie était douce, inclinée, chargée d'émotion. Le mot Nushu signifie littéralement « écriture des femmes ». Elle se transmettait de mère en fille, de sœur en sœur, jamais enseignée dans les écoles, tenue secrète face aux hommes. Longtemps, les chercheurs l'ont considérée comme une simple curiosité décorative ou poétique. Mais en 2025, un projet d'intelligence artificielle mené par des chercheurs de Dartmouth College s'est appuyé sur l'apprentissage profond pour commencer à déchiffrer et faire revivre le Nushu. À partir de seulement 35 paires d'exemples, textes originaux en Nushu accompagnés de leur traduction chinoise, ils ont entraîné un modèle capable de prédire la structure et le sens de cette écriture. Le taux de réussite a atteint près de 50%, un résultat extraordinaire pour une écriture qu'aucune intelligence artificielle moderne n'avait jamais rencontrée. Ce que ces textes révélaient n'avait rien de léger. Les thèmes abordés étaient sombres, le chagrin, l'isolement, la résilience, les avertissements. Beaucoup de ces écrits évoquaient une souffrance silencieuse, des filles invisibles, des vents amers qui ne disent jamais la vérité. Une lettre partiellement traduite par l'IA mentionnait un malheur à venir tissé dans le clair de lune. Les spécialistes s'interrogent encore, s'agissait-il de symboles ou de faits réels, mais ensemble, ces textes révèlent une évidence. C'était la voix d'une douleur préservée dans le secret, dissimulée loin du pouvoir. À travers les continents et les siècles, ces langues recommencent à parler. Non pas grâce à la mémoire humaine, mais par la logique des machines. L'intelligence artificielle ne perçoit pas la culture. Elle ignore la honte, la censure, le rituel ou le traumatisme. Elle ne voit que des données. Et lorsqu'elle repère les mêmes motifs, peste, sécheresse, silence, répression, chez des civilisations qui ne se sont jamais rencontrées, qui n'ont jamais échangé un mot, on est forcé de se demander que cherchaient-elles toutes à exprimer, mais ce n'est pas seulement ce qu'elles ont écrit qui compte, c'est la manière dont elles ont disparu. Les Mayas ont délaissé leur grande cité. Les Snalas et les os oraculaires ont cédé la place à la bureaucratie impériale. Le Nushu s'est effacé peu à peu avec l'arrivée de l'école moderne. Chaque fois, une voix s'est éteinte. Et maintenant, l'IA extrait ses voix du sol, lettre après lettre, code après code. Que se passera-t-il lorsque le message entier sera révélé? Continuerons-nous à appeler cela de l'histoire? Ou bien s'agira-t-il de toute autre chose? Les écritures disparues, et pourquoi? Certaines langues ont évolué, d'autres ont résisté au temps. Mais beaucoup se sont simplement effacées. Pas sur des siècles, parfois presque du jour au lendemain. Des écritures se sont éteintes, des systèmes graphiques se sont effondrés, et des langues entières ont été rayées de la carte, ne laissant derrière elles que des fragments. Aujourd'hui, on les qualifie de perdues, comme si elles s'étaient égarées d'elles-mêmes. Et si ce n'était pas cela? Et si certaines avaient été enfouies, délibérément? Le latin sert encore en médecine et en droit. Le chinois moderne se lie encore avec des racines remontant à des millénaires. Alors pourquoi d'autres systèmes, tout aussi complexes et raffinés, ont-ils disparu? Les explications ne se résument pas au simple passage du temps ou à l'abandon.
Dans certains cas, ces langues ces langues ont été supplantées par la force. Dans d'autres, elles ont été absorbées, effacées ou délaissées. Mais dans quelques cas troublants, ce silence semble voulu. La disparition paraît intentionnelle. Ce qui amène une question bien plus dérangeante. Ces écritures ont-elles été effacées à cause de ce qu'elles révélaient? Le Rongo-Rongo compte parmi les exemples les plus troublants qui existent. Découvert sur l'île de Pâques au XIXe siècle, il s'agit d'un ensemble de glyphes étranges gravés sur des tablettes de bois dont certains suivent un sens d'écriture unique, serpentant à travers la surface en lignes alternées. Au moment où les colons européens sont arrivés, les habitants de l'île avaient déjà perdu la capacité de les déchiffrer. Aucun enseignant, aucune tradition orale n'avait conservé leur signification, et aucun locuteur moderne n'existe aujourd'hui. La civilisation qui avait inventé le Rongo-Rongo s'est effondrée peu après le contact avec les Européens. Maladies, esclavage et conversion religieuse ont balayé des siècles d'histoire. Malgré cela, les chercheurs ont toujours soupçonné que ces glyphes n'étaient pas de simples ornements. Certains pensent qu'ils renfermaient des généalogies ou des rituels. D'autres avancent qu'ils contenaient une mémoire orale, voire des avertissements. Une théorie propose que le Rongo-Rongo était une forme de prophétie codée, née alors que les insulaires assistaient à la dégradation de leur environnement et à l'effondrement de leur société. Voilà ce qui rend cette hypothèse si dérangeante. S'ils avaient vraiment pu venir leur fin, auraient-ils tenté de préserver leur savoir sous une forme qu'aucun étranger ne pourrait comprendre? Il y a aussi la langue étrusque, autrefois parlée dans toute l'Italie centrale avant l'ascension de Rome. Les Étrusques formaient une civilisation avancée, bâtissant des cités, créant de l'art et pratiquant une religion profondément spirituelle centrée sur la divination, l'au-delà et les forces célestes. Des milliers d'inscriptions ont été retrouvées, sur des urnes, des monuments, des bijoux, mais la plupart demeurent intraduisibles. On sait que les Étrusques possédaient un vocabulaire riche. On peut même prononcer leur alphabet. Pourtant, leur grammaire, leurs verbes et l'ensemble de leur syntaxe restent un mystère. Pourquoi cela? L'explication la plus répandue veut que le latin ait simplement remplacé l'étrusque à mesure que Rome s'étendait. Mais certains chercheurs restent sceptiques. Ils évoquent des textes religieux précis et des rituels spécifiques qui furent interdits par les autorités romaines. Certains rituels étrusques associés à la nécromancie et à la divination furent jugés dangereux. L'État romain se montrait pourtant tolérant envers de nombreuses religions. Mais face aux pratiques étrusques, une limite claire semblait avoir été tracée. Serait-il possible qu'une partie des écrits étrusques ait été trop troublante, trop risquée politiquement ou trop perturbatrice spirituellement pour survivre sous le contrôle romain? Certains fragments évoquent des présages, des cartes célestes, ainsi qu'une doctrine de catastrophe cyclique, des enseignements qui auraient pu entrer en contradiction avec l'idéologie impériale romaine. Si Rome a fait disparaître le savoir étrusque, s'agissait-il d'une simple assimilation culturelle ou d'une véritable purge? Le manuscrit de Voynich pousse cette réflexion encore plus loin. Découvert dans un monastère italien au début du XXe siècle, cet ouvrage a résisté à toutes les tentatives de traduction. Il regorge d'une écriture étrange et sinueuse qui ne correspond à aucune langue connue, accompagnée d'illustrations déroutantes, des femmes nues se baignant dans des cuves insolites, des plantes non identifiées et des diagrammes évoquant le zodiaque. Chaque fois qu'on croit en avoir percé le mystère, le sens s'effondre. Certains linguistes pensent qu'il s'agit d'une supercherie. D'autres avancent l'idée d'une langue oubliée. Mais en 2018, des chercheurs utilisant l'intelligence artificielle ont suggéré que le texte pourrait être de l'hébreu codé, dépourvu de voyelles et dont la grammaire aurait été réarrangée. Le modèle de IA affirmait que certains passages se traduisaient par des phrases comme « Elle fit des recommandations aux prêtres, maîtres de maison » ou « Ils préparèrent le bain selon les herbes prescrites ». Une autre théorie a émergé, bien plus concrète et inquiétante. Le manuscrit serait en réalité un guide de sage-femme, renfermant des connaissances auxquelles les autorités masculines n'étaient pas censées avoir d'accès. Cela expliquerait le langage codé, le secret entourant l'ouvrage ainsi que les illustrations singulières. Mais cela signifierait également autre chose, que ce savoir avait été volontairement dissimulé, car ceux qui l'avaient écrit savaient qu'on chercherait à le leur arracher. Si cela s'avère exact, cela ferait du manuscrit de Voynich l'un des exemples les plus flagrants d'un savoir interdit conservé à la vue de tous.
À travers l'histoire, on observe ce phénomène se répéter sans cesse. Lorsqu'un régime s'installe au pouvoir, il réécrit la langue. Lorsqu'une religion s'étend, elle enfouit les symboles plus anciens. Lorsqu'une culture cherche à dominer, elle décide qui a le droit de s'exprimer et qui a le droit de se souvenir. Nous supposons donc que les langues disparues se sont éteintes naturellement. Mais si elles avaient été réduites au silence, une explication possible, la violence. L'épée survit souvent plus longtemps que la plume. Une autre explication, la peur. La peur de ce qui avait été écrit. La peur de ce qui pourrait être redécouvert. La peur qu'un certain savoir, une fois lu, ne puisse plus être oublié. Certains secrets n'étaient jamais destinés à perdurer. C'est précisément ce qui inquiète les historiens et désormais les chercheurs en intelligence artificielle. Car les machines, elles, n'éprouvent aucune peur. Elles ne tracent aucune limite morale. Elles ne s'arrêtent devant aucun avertissement. Elles continuent simplement leur lecture. Et si elles mettent au jour un savoir que quelqu'un avait tenté d'enterrer, elles ne s'interrompront pas pour en comprendre la raison. La véritable question demeure, sommes-nous réellement prêts à connaître ce qui a été dissimulé? Ou bien sommes-nous simplement en train d'ouvrir des livres qui ne devaient jamais l'être? Et que se passera-t-il lorsque l'un d'eux finira par révéler quelque chose que nous ne sommes pas prêts à entendre? Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, commenter et vous abonner. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir encore plus de contenu passionnant.